Salut, c'est Lyon. Bienvenue à tous pour un nouvel épisode de la SDA JCE TV, avec aujourd'hui, à l'ordre du jour, une nouvelle émission du savoir ancestral consacrée au Conseil des Sages. Alors, si vous ne connaissez pas le Conseil des Sages, c'est peut-être normal. En fait, c'est un contrat. Un contrat est un type de carte apparu avec le cycle 9, c'est-à-dire le dernier cycle que FFG a publié avant le passage à l'édition révisée du jeu. Alors, qu'est-ce que c'est exactement le contrat? D'un point de vue narratif, le contrat est à la fois le contrat que Bilbo va signer avec les nains lorsqu'il s'engage dans la quête de l'Erebor dans le Hobbit, que le contrat social qui va unir les membres de la communauté de l'anneau dans le Seigneur des Anneaux. En termes de gameplay, parce que c'est ce qui va nous intéresser, le contrat est une carte joueur, qui n'est jamais incluse dans le deck, et qui ne compte pas dans la taille du deck. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'un côté le contrat et de l'autre un deck de 49 cartes, non, vous avez le contrat et un deck de 50 cartes au minimum. Vous ne jouez un contrat qu'un seul à la fois, donc un contrat par deck, qui est mis en jeu au début de la partie, et s'il y a plusieurs faces, c'est face A visible en premier, bien sûr. Il faut savoir aussi que le contrat ne peut être affecté par les effets des autres cartes. Donc un effet du deck de rencontre, par exemple, ne pourrait pas vous faire défausser votre contrat. Alors le contrat, pourquoi en fait? En fait, le contrat, il impose des conditions dans la création du deck, c'est-à-dire des conditions dans le deck building, mais toujours en échange d'un effet plus ou moins puissant. Dans le cas du Conseil des Sages, ce contrat en fait, est sorti dans le paquet aventure Sous les monts des cendres, donc c'était au cours du cycle 9, je l'ai dit tout à l'heure, et c'était le premier contrat qui avait qu'une seule face. Auparavant, il y a eu d'autres contrats, mais tous avaient une face A et une face B. Ce qui voulait dire aussi que pour atteindre leur plein potentiel sur la face B, il fallait remplir certaines conditions sur la face A. Ici, ce n'est pas le cas. Le Conseil des Sages, il a qu'une seule face. Et donc, il est opérationnel, utilisable dès le tour 1. Et j'irai même plus loin, il est utilisable dès la phase de ressources du tour 1, dès la première phase du tour 1. Alors maintenant, nous allons pouvoir relire la carte ensemble, et je vais la faire apparaître par là. Le Conseil des Sages. Vous ne pouvez pas inclure plus de 1 exemplaire de chaque carte par titre dans votre deck. Réponse. Après avoir joué un événement depuis votre main, choisissez entre réduire de 1 votre niveau de menace, piocher une carte, ou ajouter une ressource à la réserve de l'un de vos héros. Chaque option ne peut être choisie qu'une fois par tour. Alors là, il y a plusieurs choses à dire. D'abord, vous ne pouvez pas inclure plus de 1 exemplaire de chaque carte dans votre deck. Donc là, dans un cas comme ça, on dit adieu au x3, donc les attaques furtives en 3 exemplaires, les Gandalf en 3 exemplaires, le Intendant du Gondor en 3 exemplaires, ou j'en sais rien, Faramir de la boîte de base en 2 exemplaires, pour aider dans la quête. Donc non, là, plus de 2 exemplaires, plus de 3 exemplaires, tout est en 1 exemplaire. Mais ça va même plus loin d'ailleurs, car il est précisé par titre. Ce qui signifie que, je parlais de Faramir tout à l'heure, on ne pourrait pas avoir par exemple un Faramir de la boîte de base et un Faramir du cycle 9 dans le deck. Non, il faudra faire le choix entre l'un ou l'autre. Ensuite, pour continuer un peu plus loin, réponse, après avoir joué un événement depuis votre main. Donc là, c'est bien précisé depuis votre main. Ça paraît anecdotique comme ça, mais non, parce que la plupart des événements, ok, vont se jouer depuis la main, mais certains événements se jouent depuis la défausse. On pense par exemple aux decks Noldor qui vont jouer sur le Seigneur de l'Eldar, sur la Lumière Elfique par exemple. Donc des cartes qui se jouent depuis la défausse ne déclencheraient pas le Conseil des Sages. Ensuite, réduire votre niveau de menace de 1, piocher une carte, ajouter une ressource à la réserve de l'un de vos héros. Ce sont des effets qui ne concernent que nous. On ne pourrait pas, par exemple, faire piocher la carte au voisin, ou alors ajouter une ressource à la réserve du héros du voisin. Non, ici, tout vous concerne vous. Enfin, chaque option ne peut être choisie qu'une fois par tour. C'est important de signaler que, donc, on peut déclencher le Conseil des Sages plusieurs fois durant le round. C'est juste qu'à chaque fois, il faudra choisir une option différente. Alors quand on lit cette carte, ça laisse pas indifférent. Et pourtant, pas mal de joueurs continuent de négliger ce contrat. En témoigne le peu de decks de ce type trouvables sur Internet. Mais d'un autre côté, comment pourrait-on en vouloir aux joueurs, puisque il existe des contrats plus forts, comme les 3 chasseurs, ou il existe des contrats plus fun, tels que les liens d'amitié, par exemple. Et pour autant, le Conseil des Sages n'est pas une mauvaise carte. C'est juste que c'est une carte qui est peut-être un peu moins forte, ou un peu plus originale, qui est peut-être plus difficile à aborder, qui va nécessiter plus de temps de deck building, plus de réflexion. C'est une carte qui a beaucoup de points négatifs, dont on va parler dans un instant, mais qui a aussi quelques points positifs et il faudra les souligner.
Alors, bien sûr, le premier point négatif qui va sauter aux yeux, c'est que chaque carte étant un exemplaire, est en x1, entre guillemets. Et donc, il va falloir aller au-delà des cartes fortes traditionnelles et sélectionner un peu plus de cartes. Mais j'ai envie de dire, c'est pas parce qu'une carte n'est pas forte qu'elle est mauvaise. Il existe juste des bonnes cartes et des cartes médiocres, mais elles sont pas forcément mauvaises. Je vais prendre l'exemple actuel avec l'édition révisée de la boîte de base. Eh bien, en ressortant ces cartes, on se rend compte qu'il y a plein de cartes de la boîte de base qui étaient bonnes, mais qui, avec le temps, au fur et à mesure où le pool de cartes a grandi, eh bien, elles ont été éclipsées. Mais c'est pas parce qu'elles ont été éclipsées qu'elles sont mauvaises. C'est juste qu'aujourd'hui, on a trouvé mieux, mais ces cartes restent bonnes. C'est juste qu'il y a mieux aujourd'hui. Le contrat donne aussi l'impression que le deck building sera plus difficile, qu'il faudra accorder plus de temps. Et ça, c'est vrai. C'est pas, on va pas se cacher. On va mettre plus de temps à construire un deck Conseil des Sages qu'un deck traditionnel. Mais c'est pas pour autant impossible. C'est juste qu'il faudra prendre le temps de repasser en revue chaque événement. Donc, je vais donner quelques combinaisons durant la vidéo, mais il faudra aussi, si vous construisez un deck, et je vous y encourage, repasser en revue chaque événement, essayer de trouver des combinaisons possibles pour vous faciliter la vie, pour vous fluidifier le deck, j'ai envie de dire. Par ailleurs, on va en reparler, mais trouver une carte essentielle sera plus difficile durant la partie parce que chaque carte est unique, entre guillemets. Et enfin, les decklists sont plus difficiles à lire parce que toutes les cartes sont en x1, donc on arrive sur une liste du Conseil des Sages. Ça prend un peu plus de temps à tout lire, c'est un peu moins clair, mais bon, c'est pas vraiment un argument qui se tient, ça. Alors, concernant les autres points négatifs, il y a bien sûr le fait que le deck est basé sur les événements, ce qui va nous pousser à accorder une part non négligeable des slots du deck à ces événements, ce qui veut dire qu'on aura moins d'alliés, moins d'attachements et moins de quêtes. Et là-dessus, à mon avis, Shep va pas me contredire, les événements ont moins d'impact sur le jeu que les autres types de cartes. Quand on joue un allié, eh bien l'allié, à condition qu'il ne crève pas bien sûr, il va rester durant toute la partie. L'attachement, c'est pareil, s'il n'est pas défaussé, il sera là toute la partie. L'intendant du Condor, il sera là toute la partie. L'anneau unique, normalement, il sera là toute la partie, sinon vous avez un problème. Alors que l'événement, lui, il va être joué, et après, ça sera fini. Donc l'effet sera relativement intéressant, sinon l'événement ne serait pas dans le deck. Mais voilà, ce sont des one-shots, et il faut l'accepter. Et avec un contrat pareil, quand on joue un événement, on ne le revoit pas de la partie. Donc, quand on veut annuler une traîtrise avec son testé sa volonté, il faut bien réfléchir deux fois parce qu'on ne pourra pas en annuler une autre. Enfin, sauf si on arrive à recycler la carte, ce qui est possible, mais ça sera quand même difficile. Enfin, l'utilisation de ces événements déclenche le contrat, et le contrat là-dessus, il peut être très rapidement brouillon, hein, parce que il y aura une différence entre le moment où on va jouer le contrat, on va déclencher le contrat en phase de ressources lorsqu'on va jouer Sagesse du Capitaine, par exemple, et au moment où on va le redéclencher plus tard à la phase de restauration avec ce Serrons nos ceintures, par exemple, eh bien, du temps se sera passé et on va pas forcément se souvenir de quelle option on a choisi. Donc, pour éviter les misplays, ça serait dommage quand même de gâcher cette partie là-dessus. Euh, moi personnellement, ce que je fais, on peut utiliser des petits jetons de différentes couleurs pour symboliser les différentes options. Personnellement, par exemple, quand je joue en partie physique, je vais utiliser le jeton bleu pour symboliser la réduction de la menace, en hommage à la sphère, énergie, le jeton vert en hommage à la sphère connaissance pour la pioche, et le jeton gris pour rappeler les jetons de ressources pour l'effet d'ajout d'une ressource à la réserve d'un héros. Et c'est pareil sur Internet, lorsque vous jouez sur Dragon's Card ou sur CTGN, il y a différents marqueurs, il y a différents moyens pour se rappeler qu'on a utilisé telle ou telle option du contrat. Et à mon avis, il vaut mieux se compliquer la vie, entre guillemets, là-dessus, et puis ne pas faire de misplay, plutôt que de tout faire de tête et de tout oublier durant un tour qui est un petit peu long. J'imagine quand on joue à 3-4 joueurs, moi je le fais pas souvent, mais un tour, j'imagine, peut durer 10 minutes, voire peut-être 15 minutes, j'en sais rien. Et dans ce cas-là, se souvenir de toutes les options, ça va être un peu compliqué. Enfin, l'un des points qui est très compliqué avec ce deck, c'est avec cet archétype, ce contrat, c'est le manque de fiabilité du deck. Et la fiabilité, c'est essentiel à chaque deck, j'ai envie de dire. C'est essentiel à chaque jeu de cartes, finalement.
on veut trouver les bonnes cartes, on veut trouver les cartes importantes au bon moment, et c'est pour ça qu'on les met en x2 ou x3, et là, c'est plus possible. Et je disais tout à l'heure, il y a certaines cartes qu'on voudra voir au début de partie, j'en sais rien, par exemple, Attendant, peut-être Villia, si on jouait le ronde, Nenia, si on joue Galadriel, et bien là, ça va être compliqué. Parfois, on les verra au tour 1, parfois, on ne les verra pas de la partie, et il faudra faire avec. Et ça va être compliqué, par exemple. Et lorsqu'on se fait défausser une carte de sa main, on perd le seul exemplaire de cette carte. Alors moi, je pense, par exemple, au lieu de la boîte de base, parce qu'en ce moment, je rejoue pas mal la boîte de base avec l'édition Élysée, et bien dans la boîte de base, il y a un lieu qui demande pour voyager de défausser 2 cartes au hasard de sa main. Sinon, le lieu reste dans la zone de cheminement, et avec un deck contre des conseils des sages, pardon, c'est quand même difficile. Parce que on perd les 2 seuls exemplaires de ces cartes. Enfin, on perd les seuls exemplaires de ces cartes qu'on va défausser, et ça va avoir un impact durant toute la partie. Donc on réfléchit 2 fois avant de voyager vers un tel lieu. En résumé, construire un deck du Conseil des Sages, ça implique de trouver un bon équilibre dans son deck, et ça, c'est à la portée de tout le monde, mais ça prend un peu de temps. Et voilà, donc c'est peut-être le gros point négatif, c'est que c'est un contrat qui fait peur, mais pour autant, ça reste un contrat qui a aussi ses points positifs. On parlait des événements comme un aspect négatif, mais il y a bien sûr un aspect positif, et heureusement, chaque événement ici fait double emploi. Son effet, bien sûr, mais celui du contrat aussi. Les événements ont donc plus d'impact durant la partie. Et ça peut nous pousser, par exemple, à jouer un événement à un moment qui est un petit peu moins approprié, juste pour déclencher le contrat. Par exemple, j'en sais rien, le conseil d'Elrond. Si on joue le conseil d'Elrond en phase d'organisation, on va bénéficier de la réduction de menace de l'événement, mais on bénéficiera pas du plus 1 en volonté puisqu'on n'est pas en phase de quête. Mais ça peut nous permettre de déclencher le contrat et c'est pas complètement absurde. Ça peut nous permettre de piocher une carte, de trouver une solution, ou d'ajouter une ressource quelque part, et du coup d'avoir une ressource supplémentaire qui pourrait nous permettre de jouer une solution, par exemple. En fait, chaque option du Conseil des Sages nous permet un petit peu de compenser ses faiblesses. Par exemple, la réduction de menace, la première option, ça peut nous permettre, par exemple, de jouer les cartes maudits, ou ça peut nous permettre de déclencher l'anneau unique plus facilement. Puisque, vous le savez, l'anneau unique, à chaque fois qu'on va l'utiliser, notamment avec les cartes maîtres, eh bien, on va augmenter sa menace, et là, on pourrait la baisser de 1 chaque tour, ce qui pourrait compenser cette augmentation. Et j'irai même plus loin, mais on verra dans un instant que les événements maîtres nous permettent de déclencher le Conseil des Sages. La deuxième option, c'est la pioche. Et la pioche, ça nous permet de compenser l'une des grosses faiblesses du deck, c'est-à-dire l'absence de fiabilité, pardon. Et là, ça c'est très intéressant, parce que si on pioche une carte de plus par tour, c'est plus la même. Ça veut dire qu'on va pouvoir trouver des solutions plus rapidement, et ça c'est très intéressant. Et puis, la ressource, en plus, ça nous permet pas mal de choses, mais ça veut aussi dire que chaque événement à 1 coûte 0 en tant que tel, puisqu'on est remboursé de la ressource qu'on vient d'utiliser. Ça peut nous permettre aussi de simplement réorganiser, je sais pas, les ressources sur nos héros. Déplacer une ressource de Galadriel pour la mettre sur Celeborn. On paye un événement avec Galadriel, et paf, on met la ressource sur Celeborn. Et ça, c'est intéressant. Et c'est encore plus intéressant si on joue un événement gratuit, bien entendu. Puisque là, on gagne une ressource, on a un gain positif. Alors, un autre élément un peu intéressant de ce type de deck, c'est bien sûr que ça nous pousse à avoir un deck original. Chaque carte est unique dans le deck. C'est-à-dire que tout le long de la partie, on va devoir faire des choix. On va devoir faire des choix, je l'ai dit, durant le deck building, mais du coup aussi durant la partie, puisque il faudra bien réfléchir à quelle carte on va jouer durant la partie, parce que quelle carte on joue à quel moment, parce que chaque carte est en un exemplaire, et si on la joue pas maintenant, potentiellement on peut se la faire défausser, je sais pas, par un effet du deck rencontre, et eh bien ça c'est des choix qu'il faudra garder tout le long de la partie, et ça va même plus loin, parce que il y a des choix aussi au moment du déclenchement du Conseil des Sages, quelle option on va utiliser, il va falloir constamment s'adapter à ce qui se passe sur le jeu, et ça c'est très intéressant. Dès lors qu'on fait des choix dans un jeu de cartes, c'est toujours intéressant, et là-dessus, FFG a fait un beau travail. Le contrat nous fait aussi sortir, je vous le disais, des cartes que l'on voit peu, ce qui nous pousse à un deck building très créatif. Et ça, c'est vraiment très chouette. Chaque carte est unique, je l'ai dit,
chaque deck est unique également. Et si chaque carte est unique et chaque deck est unique, bah, chaque partie l'est aussi. Et ça, c'est aussi à prendre en compte. Parce qu'il y a des parties où on va, j'en sais rien, piocher Villia, et il y a des parties où on le piochera peut-être pas. Il y a des parties où on va piocher l'intendant du Gondor, et des parties où on va pas le piocher. Et il faudra faire sans, et ça va nous pousser à faire des choix, à réfléchir un peu plus durant la partie. L'effet négatif là-dedans, c'est qu'aussi ça va rallonger la partie, et ça, c'est à prendre en compte. Alors maintenant, je vais aborder les bases pour construire un deck Conseil des Sages. Bien évidemment, je ne vais pas penser à toutes les pistes possibles. Si vous en voyez que j'ai oublié, n'hésitez pas à les poster en commentaire, ça aidera tout le monde. Alors au niveau des événements, on l'a dit, ils représentent une part importante du deck. Au minimum, ça va représenter 15 événements dans le deck. Au maximum, on va dire 25 événements. Donc 25 si vous voulez essayer de déclencher un maximum le Conseil des Sages, pour l'utiliser jusqu'au bout, vraiment 3 fois par round. Quand c'est entre 15 et 20 cartes, et bien là, vous allez l'utiliser de manière un petit peu plus ponctuelle. Vous allez essayer de le déclencher 1 à 2 fois par round. En général, vous allez privilégier les événements qui coûtent 0, parce que pour 0, déclencher le Conseil des Sages, ça devient très pertinent, très intéressant, et ça nous permet de le faire régulièrement durant la partie. Et du coup, d'utiliser les ressources pour des choses peut-être différentes, comme les alliés par exemple. Ou alors de jouer un événement très très puissant, je pense par exemple à Lost des Galadrim par exemple, qui coûte 4. Alors un élément important, on l'a dit, c'était la pioche, pour essayer de régler les problèmes de fiabilité des decks. Et dans ce cas-là, des événements comme les runes de Daeron, qui sont déjà joués en temps normal, ici vont vraiment devenir intéressants. En gros, pour 0, vous allez piocher 3 cartes et en défausser une. L'histoire au coin du feu, elle était pas forcément pertinente en solo. Une ressource pour une carte, ça reste correct. Mais là, c'est une ressource et potentiellement 2 cartes, par exemple. Et nous ne sommes pas paresseux, par exemple. Ça, c'est une carte qui est vraiment intéressante. Et je le rappelle, la condition d'incliner des héros nains, c'est pas une condition pour jouer la carte. C'est une condition pour résoudre le premier effet de la carte. Mais le deuxième effet, la pioche de 1, ne nécessite pas d'incliner les héros nains. Donc vous pouvez jouer Nous ne sommes pas paresseux dans un deck qui ne joue pas de nains, par exemple. C'est déjà fort en temps normal dans un deck commandement. Alors là, si en plus vous déclenchez un autre effet, c'est encore plus pertinent. La pioche est importante, mais également il y a les effets pour aller chercher dans le deck. On va vouloir jouer des cartes comme Tenir compte du rêve, qui nous permettent d'aller chercher dans les 5 premières cartes, et même plus ensuite si on dépense les ressources adéquates. Si vous jouez un Istari, il n'y a aucune raison d'ignorer le mot de commandement qui nous permet de fouiller tout le deck pour aller chercher la carte qui nous intéresse. Et bien sûr, il n'y a pas que les événements, il y a aussi la Katanec rassembler des informations qui nous permet de fouiller tout le deck pour aller chercher, j'en sais rien, Villia qui nous permet de fouiller tout le deck pour aller chercher l'intendant par exemple. Il y a aussi cette pipe qui était sortie, je sais plus, je crois que c'était dans le cycle 7, le cycle 8, qui nous permettait, j'ai oublié le nom français, mais qui nous permettait d'aller chercher un événement parmi les 5 cartes du dessus de son deck. Et ce genre de carte, c'est très intéressant. Le Ménestrel des Galadrim aussi, qui nous permet de chercher un événement dans le dessus du deck. Et ça, le fait d'aller chercher, sélectionner un événement, ça a beaucoup plus d'impact dans un deck Conseil des Sages que dans un deck normal. Et déjà, dans un deck normal, c'est très fort. Alors là, dans un deck Conseil des Sages, c'est gâteau, c'est super. Et il faut en abuser si possible. Alors, par contre, je sais que certaines personnes, j'ai vu certains decks qui jouaient le miroir de Galadriel. C'est quand même risqué, je dirais, parce que, vous savez, le miroir de Galadriel, je vais faire apparaître la carte, et ça nous permet d'aller fouiller un petit peu le deck, mais en échange, on doit défausser une carte au hasard. Donc je sais qu'avec la harpe, on peut éviter ça, mais trouver et le miroir et la harpe dans un deck où tout est en foin, juste pour un effet qui nous permet d'aller fouiller le deck, c'est pas forcément super pertinent. Donc, si vous avez peur de rien, le miroir de Galadriel, c'est bon. Si vous êtes plutôt prudent comme joueur, comme je le suis un peu, et ben dans ce cas-là, peut-être éviter cette carte, malheureusement, parce que ça peut se retourner très vite contre vous. Et après, il y a tous les effets qui vont permettre de réorganiser le dessus de son deck. Donc on pense à Gildor, par exemple, mais Gildor, il rentre pas dans tous les decks parce qu'il coûte très cher. Mais ça peut être aussi, par exemple, l'Astronome d'Imladris. Et honnêtement, je me suis retrouvé à jouer l'Astronome d'Imladris dans un deck qui joue Sylvain.
Parce que dans un deck qui joue Sylvain, quand tous les alliés sont au foin, eh bien on a un peu moins de choix qu'à l'habitude. L'astronome d'Imladris, elle bénéficie pas des effets de pas de Galadriel, si elle bénéficie de ses effets, mais de Celeborn, d'accord. Mais ça nous permet de réorganiser à chaque tour le dessus du deck, de savoir exactement ce qu'on va piocher. Et dans un deck Conseil des Sages où tout est en foin, c'est vraiment très intéressant de prévoir un petit peu notre pioche, de la réorganiser pour trouver les bonnes cartes au bon moment. D'autres éléments qui sont importants dans un deck, par exemple, c'est la génération de la ressource. Alors ça, c'est généralement très important. Et alors, avec le Conseil des Sages, c'est vraiment royal. Par exemple, la sagesse du capitaine, reprendre des forces, serrons nos ceintures. Ici, ont beaucoup plus d'impact. Les richesses du Condor, ça va avoir beaucoup plus d'impact parce que c'est souvent des cartes qui coûtent 0 et qui nous donnent des ressources. Et cette fois-ci, à coût de 0, elles permettent aussi de déclencher le Conseil des Sages très facilement. Et donc, du coup, de rajouter une ressource en plus si on prend la troisième option. Et on peut aussi utiliser des cartes, parce que comme je disais, il va falloir aller chercher des cartes qu'on voit un petit peu moins que d'habitude. Et donc on va aller chercher des cartes comme Armer les remparts, qui est une très très bonne carte pour le multijoueur. Ici, on pourrait la jouer aussi en solo. Ça nous permet, pour 0, de réduire de 1 le coût du premier allié joué durant la phase d'organisation. Alors l'allié ne peut pas partir en quête, mais pour 0, on a réduit de 1 et potentiellement on gagne une carte en plus ou on gagne une ressource en plus. Je parlais des decks Sylvain, parce que moi c'est ce que j'aime bien, mais on peut aussi jouer le guide elfique, qui pour 0 nous ramène un allié Sylvain en main, et on ajoute une ressource quelque part, et on déclenche le conseil des sages après. Et bien sûr, le fait qu'on joue en x1 ne nous empêche pas de jouer les générations de ressources classiques ou les réducteurs de ressources, comme l'intendant du Gondor, comme Lorien, et tous ces types de cartes. Donc voilà. Il y a d'autres cartes aussi qu'on va vouloir jouer régulièrement. Par exemple, on parlait du fait de recycler tout à l'heure. Et bien sûr, la tombe des nains, elle est déjà une carte forte en tant que telle, mais ici, elle a plus d'impact. Parce que récupérer un exemplaire d'une carte dans la pile de défauts, c'est récupérer le seul exemplaire de cette carte. Je pense par exemple à tester sa volonté, à coup précipité, par exemple, qui sont des cartes essentielles si on veut rester en vie durant la partie, si on veut mieux contrôler la partie. On peut recycler aussi via la volonté de l'Ouest. Moi, personnellement, je l'ai encore jamais fait, mais je sais que c'est possible. Et évidemment, toutes ces cartes, tombe de nain, volonté de l'Ouest, ce sont des cartes qui sont des événements qui déclenchent en plus le Conseil des Sages. Alors, il existe d'autres cartes qui ne vont pas déclencher le Conseil des Sages, mais qui permettent de recycler. Par exemple, je parlais des decks Sylvain, il y a la tisseuse des Galadrim qui est vraiment très intéressante. On joue la tisseuse, on va récupérer, je sais pas, le Conseil d'Elrond, on va enfin, récupérer, on va remélanger dans le deck plutôt. Le Conseil d'Elrond. On va surtout remélanger dans le deck la Lost des Galadrim, qui est une carte peut-être un peu craquée, on va dire. Mais voilà, donc remélanger ce type de carte dans le deck, c'est vraiment très très pertinent. Parce que ça nous permet de le redéclencher ensuite, de redéclencher le Conseil des Sages, de rejouer cette carte ensuite, et ça, c'est pas négligeable. Après, il y a des héros qui sont tout à fait appropriés, comme Ama par exemple. Je sais qu'il a été erraté, je crois, Ama, mais ça nous permet aussi de rejouer un événement durant la partie, un événement tactique, et ça, c'est pas à négliger. Ça nous pousse aussi, ce contrat, à sortir donc des cartes peu jouées, on l'a dit tout à l'heure. Par exemple, moi j'ai découvert le Conseil Blanc, qui est une carte que j'avais jamais jouée auparavant, qui me paraissait plutôt être une carte multijoueur, mais même en multijoueur, ça coûte un peu cher. Alors c'est une carte qui est neutre, donc du coup on peut payer avec différents héros la carte, mais ça restait pour moi situationnel. Et bien là, le Conseil des Sages, c'est le bon moment pour jouer la carte. En plus, c'est plutôt approprié parce que le Conseil des Sages et le Conseil Blanc, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est la même chose. Mais du coup, le Conseil Blanc nous permet de déclencher le Conseil des Sages, et le Conseil Blanc aussi offre des différentes possibilités qui sont particulièrement intéressantes. En parlant de possibilités, on a bien sûr l'anneau magique, qui est la carte x1 par excellence, puisque de toute façon, dans tous les cas, on peut en avoir qu'un seul exemplaire dans chaque deck. Et ici, son effet négatif est contrebalancé par le contrat qui permet de réguler sa menace, et donc de contrebalancer l'effet vraiment négatif de l'anneau magique. Et ça, c'est plutôt quelque chose de bien. Et en parlant de contrebalancer un effet, et bien sûr, on parle d'anneau aussi, et bien sûr, l'anneau unique, avec toutes les cartes maîtres, dont l'effet négatif est complètement contrebalancé par le contrat. L'anneau unique nous
nous amène à 45 de niveau éliminatoire à la menace, mais le Conseil des Sages va nous permettre de rester à un niveau plus ou moins stable, et ça, c'est vraiment très intéressant. Sachant aussi que les cartes maîtres vont nous accélérer le fait de monter en menace, donc nous rapprocher de ces 45. Donc si on peut limiter un maximum le fait de monter à la menace, c'est vraiment très intéressant. Et aussi, certaines des cartes maîtres sont aussi des événements, et donc du coup, on l'a dit tout à l'heure, je crois, ça permet de déclencher le Conseil des Sages, et ça, c'est pas à négliger. Enfin, on peut jouer des héros qui vont nous accélérer la pioche, comme Gildor par exemple, ou simplement comme Galadriel. Personnellement, moi j'aime bien jouer le Conseil des Sages avec les elfes sylvains. Dans un deck où il y a Galadriel, c'est très bien parce que on pioche une carte par tour, on baisse la menace d'une fois par tour, et ça c'est très bien, ça me permet moi de jouer l'anneau unique à côté, sur mon personnage défenseur, de jouer le Force intérieure, je crois, en français, qui permet donc de complètement contrôler les effets d'ombre tant que le porteur de l'anneau défend, et bien là, c'est vraiment approprié parce que le Conseil des Sages va baisser la menace une fois par tour, Galadriel va baisser la menace, on peut piocher avec le Conseil des Sages et avec Galadriel, enfin, vous voyez l'histoire, c'est vraiment très intéressant. En résumé, le Conseil des Sages est un contrat qui est difficile à appréhender au départ, mais qui nous pousse à la créativité lorsqu'on deck build et lorsqu'on joue. Une fois qu'il est maîtrisé, ce contrat, il nous permet donc de passer quand même pas mal de scénarios intéressants. Évidemment, il sera, je comprends bien, jamais dans les tops des meilleurs decks, mais c'est pas pour autant que c'est un contrat qui est mauvais ou qui est inintéressant à jouer. Au contraire, chaque partie sera intéressante parce que chaque partie sera différente, et ça, c'est vraiment appréciable. Alors j'espère que la vidéo vous a plu. J'essaierai de voir avec Shep si on peut faire une autre vidéo où je vais jouer le contrat, une vidéo de partie. Et en attendant, si vous avez des commentaires, si vous avez des decklists ou des pistes pour le deck building d'un deck Conseil des Sages, n'hésitez pas à le proposer en dessous en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Et j'espère vous revoir plus tard dans une autre vidéo. Eh bien, bonne journée à tous et bon jeu!